J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Monsieur le professeur Pape Bakary Sissoko ainsi que le professeur Passema. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Afrique 1, je suis Cynthia Demafoot et aujourd'hui on parle formation en présence de mes invités, Pape Bakary Sissoko, professeur, ainsi que le professeur Passema. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Vous le savez, hein, la formation est un grand sujet pour le continent. Et je suis vraiment honorée de vous avoir tous les deux aujourd'hui pour qu'on en parle ensemble. Donc la première chose, c'est que j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu à nos téléspectateurs qui vous découvrent ou vous redécouvrent aujourd'hui à travers cette émission. Si on commence par vous... Alors, moi je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe, je suis conférencier. Ça fait 25 ans que je travaille sur la parentalité, la formation. J'ai introduit à l'Institut universitaire de formation des maîtres des cours de culture africaine pour que les enseignants puissent avoir une formation sur l'Afrique, puisqu'effectivement nous avons des enfants ici et là-bas et nous parlons à ces enfants-là. Et un enseignant doit être quelqu'un qui a l'esprit ouvert. S'il a un esprit borné, il ne peut pas accompagner les enfants. Aussi, je travaille beaucoup sur la parentalité. Je forme beaucoup en Occident les parents, les associations pour leur apprendre qu'est-ce qu'être parent. Parce qu'on ne naît pas parent, on le devient. Donc voici un ensemble de choses que je fais ici et là-bas. Je forme en France, mais aussi je forme en Afrique, puisque quelquefois j'ai des missions internationales pour travailler effectivement avec nos compatriotes. J'essaye aussi de donner des idées, puisque ce sont mes amis qui sont en général des formateurs, des professeurs d'université ici et là-bas. Donc souvent on se rencontre parce que pour ma part, il faut mutualiser les compétences, il faut échanger pour mieux produire. Voilà ce que je pouvais dire. Vous l'aurez compris, c'est un amoureux du savoir et de la transmission, surtout de la transmission. Je sais que vous êtes aussi animateur, on dit, du café philo. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça m'a intrigué. Ah, d'accord. Les cafés philo sont nés avec mon ami Marc Sauté. En réalité, c'est tout simplement la philosophie sur la place publique. On disait traditionnellement que la philosophie appartenait aux grosses têtes. Mon ami Marc Sauté, qui a fait la même université que moi, Besançon, et a travaillé sur Nietzsche, s'est inspiré du modèle allemand. C'est les Allemands qui initiaient effectivement, c'est-à-dire que la philosophie quitte l'institution universitaire pour descendre dans l'agora, la place publique. C'est-à-dire que tout le monde est capable de réflexion. Et donc, en France, on a des cafés. En Afrique, c'est l'arbre à palabre, hein, etc. Donc nous, on va dans les cafés et chacun, le professeur, va laisser son manteau de professeur devant la porte. Il va entrer en tant que personne. Cynthia, qui est formatrice, etc., va laisser son manteau d'or. C'est-à-dire que nous allons tous nous rencontrer en tant que personne, mais non en tant que nos statuts. Et nous allons parler de philosophie, nous allons parler de la vie. Alors il y a beaucoup de modèles, c'est-à-dire que quelquefois on choisit un modèle à l'avance, les gens se préparent. Moi ce que j'aime c'est tirer du chapeau, c'est-à-dire que chacun vient et met son sujet dans une petite boîte et on tire. Ça veut dire que personne ne prépare. C'est le cœur qui va parler. Mais après, il y a de la philosophie, il faut que ce soit raisonné, articulé et bien mené. Et donc comme il faut un modérateur. Le modérateur, c'est le philosophe. C'est moi, le modérateur. Voilà. Mais je ne suis pas professeur. J'accompagne tout simplement. Et quand il y a, par exemple, des errements, parce que la philosophie, les concepts, effectivement, il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser. Donc, quand il y a des errements, je suis obligé de préciser. Parce que je n'aime pas que les gens partent avec de l'ignorance, avec des clichés, etc. Donc là, je recadre, je problématise. Souvent, c'est comme les bistrots, les cafés du commerce. On vient pour dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas grave, c'est un premier moment. C'est un premier moment. Et ce qui est intéressant, c'est redonner à la population la parole. La parole, comme on le faisait à l'arbre à palabre, etc., etc. Mais vous voyez qu'en Occident, les gens ne parlent plus, ne communiquent plus, alors qu'on est à l'ère de la communication. Donc, les cafés philosophiques... Oui, il y a les réseaux sociaux. Oui, mais c'était avant. Nous, c'était avant. Maintenant, effectivement, on intègre les réseaux sociaux. Mais avant, les gens ne communiquaient plus. Avec les réseaux sociaux, maintenant, ce n'est plus de la communication. C'est de la communication où on est seul. Face à... Donc, nous, il y a du monde, il y a des gens qui sont
ensemble pour discuter, échanger et s'améliorer. On passe du virtuel au, on va dire, à la réalité. À la réalité, à la réalité, à la réalité. Et on a besoin de parole. On a besoin de libérer la parole. Vous savez que la parole soigne. La parole soigne. Quand on retient trop, c'est une cocotte minute. Et donc, la philosophie qui est descendue sur le terrain a permis aux gens, effectivement, de s'apprécier. Puis l'écoute, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ça, d'avoir de l'écoute sur différents sujets, mais c'est vrai que je pense que le confinement a beaucoup joué aussi sur ça. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, hein, le CV de M. Sissoko pourrait faire pâlir beaucoup de chef d'entreprise aujourd'hui, parce qu'il est aussi conférencier, il a oublié de le citer dans son CV, mais voilà, un petit, même j'ai envie de dire petit et grand, grande personnalité sénégalaise qu'on reçoit aujourd'hui sur notre plateau. Je donne la parole maintenant au professeur, excusez-moi, Passema, et j'ai envie de vous dire que la politique, il s'y connaît. Oui, je remercie Cynthia de nous avoir invités à cette émission. Oui, j'ai commencé mes activités professionnelles en tant qu'enseignant du secondaire, d'abord dans un premier temps. Dans les années, l'année scolaire 1983-84, j'ai été affecté par l'Académie de Créteil au lycée Gérard de Nerval à Noisiel, en Seine-et-Marne. Et c'est là où j'ai commencé. Donc, j'ai enseigné dans pas mal d'établissements scolaires de ce département 77, du département 93, qui tous deux constituent l'Académie de Créteil. Et j'en garde un très très bon souvenir. Et l'expérience que je peux donc ici exposer est que l'enseignement secondaire, c'est quand même assez fondamental, c'est très important. C'est la base. Hein, c'est la base, c'est par là que passent nos jeunes. Et je me souviens des passages, par exemple, à La Courneuve, à Épinay, donc dans le 93, dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, les ZEP. Et là, vous avez affaire à un public particulier de jeunes qu'il faudrait encadrer, dispenser les enseignements. Et de ce que j'ai écouté de la part du professeur Bakary, oui, il y a dans le type de formation ce qu'on appelle les exposés débats. C'est-à-dire qu'on donne des sujets, on donne un sujet à un ou deux élèves, étudiants, qui vont les préparer et qui viennent devant leurs camarades exposer le sujet. Et ça engendre un débat, une discussion. Tout le monde y participe. Et après, on arrive à une conclusion commune, comme ce que nous sommes en train de faire là. Et l'échange se fait de cette manière-là. Ça forme. Et même à l'université, c'est pareil. Vous allez à l'université, dans les cours de travaux dirigés, il y a des exposés, discussions, exposés, débats. Donc, des étudiants tirent un sujet, ils peuvent le préparer seuls, ou en équipe de 2 ou 3, ils viennent l'exposer, et puis il y a des discussions qui suivent, et ils sont notés sur cette base-là. Il y a aussi des épreuves de ce genre, d'oralité. Donc, au niveau de l'enseignement, de la formation, il y a différentes méthodes. Il y a différents types de voies qu'on peut utiliser pour former la jeunesse. Donc, je suis passé par tout ce parcours-là. Et au-delà de mes activités d'enseignant, j'ai travaillé également pour la ville de Paris. Puisque dans les années 2008, jusque pratiquement ces dernières années, j'ai servi 3 directions de la ville de Paris. J'ai commencé par la direction du développement économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur, la D23ES. Ensuite, la DAZES, qui est la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé. Et enfin, j'ai terminé avec la direction de logement et de l'habitat de la ville de Paris. Donc, bon, sans rentrer dans le détail, la ville de Paris, comme on voit un peu sur l'organisation administrative de la France, Paris, c'est une sorte d'État dans l'État, avec son gouvernement, composé des directions, 26 directions, qui représentent les différents gouvernements, et avec un parlement, qui est le Conseil de Paris, avec à sa tête le chef de l'État, qui est Madame Hidalgo, qui est notre patronne. Voilà. Donc, là-dessus, il y a pas mal de choses à faire, et au niveau de l'emploi, de la jeunesse, etc., logement, et donc tout cela. Bon, on est passé par là. Moi, j'attends le fameux moment où vous allez parler de la politique. Ah, la politique, c'est vrai que je suis d'origine... Comment la politique est rentrée dans votre parcours de professeur? Je suis d'origine centrafricaine. D'origine centrafricaine très très tôt.
Dans Mibara Laïta. Merci, Mibara, Afrique, Centrafrique, ouais. Donc, très tôt en Centrafrique, en tant que collégien, jeune collégien, nous avions créé ce qu'on appelle les clubs de jeunes. J'avais créé un club de jeunes à l'époque. Et au Congo-Kinshasa, à côté, il y avait un orchestre qui était très célèbre, qui s'appelait l'orchestre Les Maquisards. On écoutait leur musique. Et nous avions commis l'erreur de baptiser notre club le club Les Maquisards. C'était dans les années 70. Mais c'était pour leur dédier ou Non, non, non. Le club de jeunesse, c'est un club de réflexion sur la situation du pays. On commençait déjà à s'intéresser à la vie publique du pays. Mais le fait qu'on ait baptisé le club maquisard, automatiquement, on nous a taxé de maquisards de vrai. On nous a fait arrêter à la gendarmerie. Et puis. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs que signifie maquisard? Pourquoi ça a été. C'était malvenu? Les maquisards, parce que d'abord, nous, maquisards, ce sont des gens qui prennent le maquis, qui prennent des armes, qui combattent un gouvernement. Alors que cet orchestre du Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, eh bien, cet orchestre avait donné ce nom, le maquisard. Mais ils ne prennent pas des maquis, ils font de la musique. Ils ne combattaient pas. Voilà. Enfin, ils combattaient par la musique. Nous, en tant que jeunes, dans une localité qu'on appelle Bria, à 400 km de Bangui, on rentrait au collège et on crée notre club de jeunes qu'on baptise maquisard par affinité à cet orchestre. Mais pour les autorités, comme au Soudan voisin, il y avait la guerre civile, il y avait des troubles, mais on ne le savait pas. On était des gens, on ne savait pas. Donc, maquisard, on nous a arrêtés pendant toute une semaine. On avait à répondre aux questions de la gendarmerie, la brigade de gendarmerie qui était sur place, le gouvernement dépêche sur place, l'état-major de la gendarmerie depuis Bangui, envoyé par M. Lingoupou, le général Lingoupou, qui arrive avec toute son équipe. On nous posait des questions du matin au soir. Et puis les parents nous ramenaient à la maison, ils nous ramenaient le matin et ça durait ainsi. Donc classique futur coup d'État. Voilà, justement on nous a reproché cela. Bon, depuis lors, donc je suis resté dans ce domaine-là. Donc en 76, on m'a pris dans l'avion, on m'a envoyé à l'étranger étudier. Et depuis, je suis resté là. Et le président des associations des étudiants centrafricains en Europe. D'abord, j'ai fait le Maroc, où j'ai créé l'Union nationale des étudiants centrafricains au Maroc. Où j'avais créé la Confédération des étudiants stagiaires africains au Maroc. Je reviens ici avec l'Union nationale des étudiants centrafricains en France. Et puis depuis... et tout ça fonctionne encore? Ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et bon, bien sûr, en travaillant, donc j'ai intégré... Dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai intégré le syndicat national d'enseignement secondaire, qui est le SNES. À l'époque, c'était la FEN, la Fédération d'éducation nationale. Et nous étions en désaccord avec la FEN. La FEN nous a exclus. Et nous nous sommes réunis. Nous avons fondé la Fédération syndicale unitaire, la FSU. D'accord. Mais pourquoi ils vous ont exclus? On nous a exclus parce que la FEN, la direction fédérale, était proche du gouvernement socialiste à l'époque. Et nous étions contre. Et donc ce désaccord-là fait que, et puis donc, ça a persisté, on a persisté. Et la direction fédérale de la FEN a exclu tous les syndicats qui se réclament de notre tendance. Et donc, nous nous sommes regroupés, finalement, nous nous sommes retrouvés majoritaires. On a créé une autre fédération. Et donc, du coup, vous voyez qu'aujourd'hui, la FEN a disparu. Et c'est notre fédération, la Fédération syndicale unitaire, la FSU, qui aujourd'hui est présente en France, même partout, dans toute la France, qui existe. Et en tout la démocratie est revenue, on va dire. Hein. J'ai quitté ce syndicat, j'ai intégré la CGT, donc au niveau de la ville de Paris. Je me suis occupé, donc je présidais de la commission formation, voilà, parce que il faut savoir que les fonctionnaires dans l'administration suivent des formations en permanence. Les enseignants, par exemple, du secondaire, tous les ans, il y a ce qu'on appelle le PAF, le programme de formation, donc des enseignants. Pour les fonctionnaires, c'est pareil. Et bien pareil, donc au niveau syndical, on forme les gens. Et donc j'étais en charge de cela, cette commission. Et puis, alors, voilà. Ça tombe très bien, justement, on y arrive. La formation. En quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la formation en France, la formation sur le continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a une grande difficulté sur la formation, puisqu'on parle effectivement de nos enfants et de nos jeunes frères. Je me bats depuis une dizaine d'années, puisque je me suis rendu compte que nos jeunes avaient des difficultés à trouver des formations
on les envoyait plutôt qu'ils ne choisissent. Dans les écoles, le professeur est là, il connaît très bien le sujet. Bien souvent, les enseignants, comme à l'époque de la colonisation, où ils nous soumettaient, ils nous obligeaient. Donc nos enfants, en fait, ils ont des clichés sur nos enfants. Par exemple, je vais donner un exemple bateau. Ils ont des clichés, vous parlez de qui? Les Occidentaux. Les Occidentaux. Vous savez, à la rentrée, les enfants doivent noter la profession des parents, etc. Hein, avec des chiffres, etc. Vous comprenez? Il y a cette fiche-là. J'en parlerai. Bien. Donc, dès qu'ils voient que ce n'est pas un cadre, un intellectuel, etc., tout de suite, il est stigmatisé. Vous pensez qu'ils font vraiment attention à cette fiche? Oui. J'ai des amis qui sont enseignants, hein, qui sont sur le terrain et qui me parlent parce que je n'aime pas parler dans le vide, j'aime savoir et pour mieux agir. Voilà. Hein, donc le concret. Le concret. Et donc souvent, on oriente nos enfants alors que les enfants... Par exemple, je prends un exemple très concret. J'ai des enfants qui veulent être médecins. Mon fils a fait une formation, son stage de 3e, j'ai dit, hein, 3e, en sécurité informatique. Je suis un intellectuel, je suis un universitaire. C'est son choix? C'était son choix. Pour quelle raison? L'enfant de M. Diarra, qui est éboueur à la ville de Paris, qui veut faire médecine, ne peut pas le faire. Ses parents, me connaissant, disent, au dernier moment, parce qu'en fait, il y a un timing. On va appeler M. Sissoko, peut-être. Il ne peut pas parce que... Il ne trouve pas. Il ne savent pas. Il y a des parents qui ne savent pas, qui sont ignorants, qui ne sont pas dans le système scolaire. Ils ne connaissent pas. Ils sont à la périphérie, ce qu'on appelle la fracture. Et moi, en tant que spécialiste de la parentalité, je les prends en charge pour les instruire, pour les accompagner et leur dire, faire un enfant, c'est un projet. Ça dérange beaucoup, mais le philosophe ne s'embarrasse pas effectivement de ses précautions. Et quand tu as des enfants, tu dois t'informer. Comment ça se passe? Vous avez des professeurs principaux dans les lycées ou dans les collèges qui sont extrêmement gentils, qui disent aux parents, si tu as une seule interrogation, viens me voir. Tous ne le font pas. Non. Mais nous en avons. Aujourd'hui, j'ai discuté en préparant cette émission avec un de mes amis qui est à la retraite, qui est rentré au pays et qui faisait ça. Il était noir. C'est aussi le rôle des conseillers d'orientation. Donc, ce qu'on fait, c'est que la formation, effectivement, est souvent inadaptée. Les enfants veulent, ils ne trouvent pas. On les oriente là où ils ne veulent pas aller. Souvent, il y a un échec. Et les parents sont démunis, ils ne savent pas à qui s'adresser, etc. Les associations sont là, les professeurs sont là, la communauté est là, etc. pour tout simplement écouter l'enfant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'écoute, la qualité d'écoute, les écouter et les orienter. Je ne peux pas tout faire. Bien, je peux demander à mon collègue, est-ce que tu peux aider ce jeune-là? Et lui prendre la main. En clair, vous êtes en train de dire l'échec commence par ça, déjà, dès ce début. Parce que si l'enfant ne trouve pas justement le stage adéquat dans la médecine, comme l'exemple que vous venez de donner, il va s'orienter sur quelque chose où effectivement qui est beaucoup plus accessible, soit disons à son niveau, comme le penserait le professeur. Et dans ce cas-là, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que ça y est, on fait entrer l'enfant dans une sphère déjà négative de son avenir? On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Pour compléter ce que dit le professeur, par expérience, ce que moi j'ai vécu, il faut savoir que nous sommes au mois de janvier, c'est le début du second trimestre, le premier trimestre est déjà passé. Donc on arrive, nous en tant qu'enseignants, on a des classes, et à la fin du trimestre, on prépare les élèves. Moi j'ai des bulletins scolaires. Vous avez un élève, et là ici, ce qui nous intéresse, les élèves d'origine africaine, qui arrivent, qui ont des parents, parfois, qui ne maîtrisent pas la lecture ou l'écriture, qui ne comprennent pas grand-chose au cahier de texte, qui se servent de lien entre l'enseignant, enfin, entre l'établissement et la famille. J'ai le souvenir où beaucoup de compatriotes africains, et particulièrement centrafricains, puisque je suis centrafricain, eh bien, j'avais dans mes classes de jeunes africains, et de jeunes centrafricains. Quand le professeur de mathématiques, moi j'enseignais l'instruction civique et l'histoire-géographie, le professeur de mathématiques, ou de physique, ou d'anglais, convoque les parents, eh bien les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais non, mais voyez avec son oncle, M. Passema qui est là-bas, qui est au lycée. Bon, bien sûr, les collègues me disent, mais écoute, mon cher, tes neveux ou tes nièces, machin, etc. Bon,
Donc, je repars à la maison, je repars à m'écoute, mon cher. Tu es instruit, tu es universitaire. Parce que ce pas des gens qui ne sont pas instruits. C'est des gens qui travaillent, qui sont des universitaires comme moi. Hein? Mais, tout simplement, ils disent, écoute, Passeba, tu t'en occupes, elles sont tes enfants, débrouille-vous là-bas. Enfin, ils me parlent comme ça. Moi, je leur dis, écoutez, vous devriez venir, rencontrer les professeurs, discuter avec eux, hein, répondre à leurs questions. Vous voyez, ça, c'est des cas concrets que j'ai vécu. Et donc, du coup, bon, si je ne suis pas là, ces parents ne viennent pas. Et c'est souvent le cas pour la plupart des enfants d'origine africaine dans les établissements scolaires ici en France. Donc, c'est déjà un handicap. C'est déjà un handicap. Et donc, les enfants se retrouvent presque abandonnés. Et, comme l'a dit le professeur, il faut savoir, nous notons, bon, avant l'informatisation des bulletins scolaires, à l'époque, on les mettait à la main. Moi, j'avais donc un lot de bulletins que je remplis. Moi, je remplis ma part pour tout ce qui concerne l'instruction civique, l'histoire, la géographie. Je fais mes calculs de notes, j'introduis les notes, et puis la colonne appréciation, je mets les appréciations. Chaque professeur met les appréciations. Et à la fin, il y a la synthèse qui va être faite par le chef d'établissement. Mais il y a une chose. Il y a véritablement une discrimination entre les élèves d'origine africaine et les autres. Vous avez 2 élèves, un africain, un qui ne l'est pas, qui ont une moyenne de 15 sur 20. Bien, on va trouver quand même le petit détail qui fera que l'élève africain, parce que on a mis au niveau de l'appréciation une sorte de retard ou d'indiscipline, eh bien, on va baisser, au lieu de le noter par exemple A, on va le mettre B. Alors tous les deux ont 15 de moyenne. On ne va pas le prioriser. Tous les deux ont 15 moyennes, et puis etc. Oui. On trouvera toujours le moyen pour essayer de les baisser, de les rabaisser. Et, comme l'a dit le professeur, au niveau de l'orientation, mais bien sûr, on tient compte de cela. Parce que pour passer de la 3e en seconde, mais bien sûr, c'est le conseil de classe. C'est nous qui décidons de l'orientation des élèves en fonction des notes qu'ils ont obtenues, en fonction des appréciations qui sont données. Et vous savez que lorsque on doit passer du lycée à l'université, dans les grandes écoles, etc., on tient compte du dossier depuis la seconde. Et toutes les appréciations qu'ils ont, les notes que vous avez obtenues, et les observations des conseils de classe et des chefs d'établissement, et des enseignants aussi. Donc, là, c'est un vrai constat que vous mettez sur ce plateau. En clair, vous êtes en train de nous dire que les parents, aujourd'hui, effectivement, ils ont baissé les bras, mais que l'orientation et le futur de leur enfant, ils ne maîtrisent pas. Ils ne le maîtrisent pas. Ils ne prennent plus en main. Voilà. C'est ce qui fait que, bon, déjà, au niveau de l'orientation, vous voyez, on va orienter nos élèves. Bon, il y a ceux qui vont aller en enseignement général, les meilleurs, enfin, supposés meilleurs, filière générale, et ceux qui seraient en difficulté, on les envoie vers la filière technique. Généralement, les élèves n'en veulent pas. Bon, le plus souvent, ils disent, mais écoutez, moi, je veux bien aller en seconde. Ah non, toi, on t'oriente en CAP. Bon, et bon, là, il est découragé, il n'a plus envie de continuer, et donc, il va tomber dans la délinquance, etc. Pas forcément la délinquance. En tant que formatrice, je reçois en salle de formation des nombreux jeunes demandeurs d'emploi et qui, à 17 ans, me disent « Moi, madame, je ne sais pas quoi faire de ma vie. » Voilà. Ils sont complètement perdus. Exactement. Il faut leur redonner aujourd'hui l'envie de s'orienter dans un métier, mais des fois, il y en a qui me disent carrément « Je ne sais pas quel métier faire. Je n'ai aucune envie. » Donc, comment ces personnes-là, enfin en tout cas ces jeunes-là, on les remotive? Alors vous savez qu'en Allemagne, c'est en 6e, il y a le modèle allemand. En 6e, les élèves vont aller dans des entreprises pour voir des métiers. En France aussi, on le fait, la découverte. Hein. En France aussi, on le fait, c'est-à-dire que des parents vont venir présenter leur métier lors de certains événements. Bien sûr. Ça, c'est très intéressant. Forum de l'emploi. Et c'est en cela que le parent aussi, si le parent n'est pas au courant du système scolaire, du parcours scolaire, il ne peut pas accompagner. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la parentalité. Moi, je travaille beaucoup sur la parentalité. Ce n'est pas parce que je ne parle pas français que je ne suis pas un bon parent. Je le dis toujours aux parents. Vous parlez très bien centrafricain, vous parlez très bien wolof,
etc., etc. Ce qu'il faut, c'est tout simplement de se renseigner. Je vais voir Cynthia, je vais voir le professeur pour qu'il m'informe et que j'avale tout ça pour pouvoir accompagner mon enfant s'il me pose des questions, etc. Et donc, il faut mettre devant les yeux des enfants les possibles. Cette multiplicité de possibilités, de formation, et il va choisir. Il est capable de dire, moi, je veux être médecin, mais moi, je veux être plombier. On a le droit de vouloir ce qu'on veut. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on les oblige à être coiffeur, je n'ai rien contre le coiffeur, à être pizzaiolo, je n'ai rien contre les pizzaiolos. S'il veut être cuisinier, on a un jeune Africain malien qui est un maître, un très grand maître de la cuisine et qui aime bien le Japon, etc. J'ai oublié son nom. Il y a cette jeune femme sénégalaise qui travaille le caviar, etc., etc. Vous voyez, je n'ai rien contre. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on impose à nos enfants quelque chose. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait peut-être des écoles où on apprend aux enfants à travailler, à donner espoir à leur passion, à quelque chose où on sait qu'il y a un début, hein, il y a un prémisse d'une envie, et de dire, mais va jusqu'au bout, pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'il faut se dire que les orientations que nous faisions, enfin, qui se poursuivent aujourd'hui, même si je ne suis plus dans l'enseignement secondaire, je sais que le même dispositif se poursuit, eh bien, il faut savoir qu'un jeune qui voulait faire l'enseignement général, et on en a privé, on l'a orienté en enseignement technique, il peut toujours revenir. Alors, tu vas en BP, tu passes ton BP, c'est que tu vas avoir 1 ou 2 ans de retard. Tu vas retrouver la filière générale. Ça, il faut leur conseiller. Tout à fait. Au niveau de la formation. Quand tu passes en filière formation, on dit, écoute, il faut tenir, tu vas avoir ton diplôme, mais tu vas retrouver tes collègues, hein, ton enseignement général, et tu vas poursuivre tes études. Mais généralement, les parents, d'abord, ne connaissent pas ce circuit-là, pour essayer d'encourager leurs enfants. Ben, c'est aux formateurs, d'abord, d'expliquer ça aux parents. Bien sûr. Donc, il faut dire aux parents, allez voir des professionnels, n'hésitez pas à en parler. Cynthia, en ce moment, c'est Parcoursup. C'est le moment où les enfants peuvent changer d'orientation. Si le parent ne le sait pas, c'est un moment où les parents sont vraiment en tension. Les enfants sont en tension. Et souvent, quand le parent est ignorant, l'enfant est seul en tension, il panique, il baisse les bras, il ne sait pas, il est perdu. Et c'est là que nous, les associations, les oncles, les parents, on entre en jeu. C'est pourquoi votre émission est intéressante, pour dire que vous n'êtes pas seul. Si vous ne savez pas, si vous êtes en détresse, si vous êtes perdu, il y a plein d'opportunités. Les télévisions, les associations, les professeurs. Le service public. Le service public aussi. Le service public, il y a des consultants indépendants. Tout à fait, des consultants indépendants, des psychologues, etc., pour vous aider, etc. Mais vous savez très bien que nos compatriotes ne vont pas payer pour se faire conseiller. Hein. Bon, c'est une plaisanterie, mais enfin, ça, vous le savez. Hein. Et puis, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, le portail du ministère de l'Éducation nationale est ouvert à tout le monde. Et il faut savoir que lorsque vous inscrivez votre enfant dans un établissement scolaire, d'enseignement, eh bien, il y a un portail informatique qui vous permet de suivre d'abord la classe de votre enfant, les devoirs qui sont donnés. Pronote. Voilà, les notes. Pronote, voilà. Vous voyez tout ce qui s'y passe. Vous voyez tout ce qui s'y passe. Donc ça, c'est important d'abord de faire savoir aux parents, d'inciter les parents à se connecter. Vous avez votre enfant qui est en 6e, de la 6e en terminale. Donc, quel que soit son niveau de fréquentation scolaire, vous vous connectez, vous avez votre mot de passe, vous accédez et vous suivez tout ce qui se passe en classe, les devoirs qu'on lui donne, ce qu'il doit faire comme travail pendant les vacances scolaires, etc., etc. Et donc là, vous êtes en plein là-dedans. Et c'est en cela que, bon, il y a aussi les associations des parents d'élèves. Très peu des nôtres intègrent ces associations des parents d'élèves. Parce que, au cours d'un conseil de prof ou conseil de classe, il y a les représentants des élèves, les professeurs, la direction et les représentants des parents d'élèves réunis qui participent au conseil de classe. Il est important que nos concitoyens africains qui ont des enfants dans ces établissements-là adhèrent à ces associations, se fassent élire et éventuellement participer au conseil de classe pour voir comment ça fonctionne. Être représenté, voilà. C'est important. Et il y a une chose, c'est que dans les collèges et lycées, en début d'année scolaire et au cours du trimestre, il y a ce qu'on appelle les rencontres parents-professeurs. Au cours de ces rencontres parents-professeurs, vous arrivez
les professeurs de chaque classe reçoivent les parents d'élèves et sont à leur disposition et répondent à toutes vos questions. Donc, les parents ont tout intérêt à aller à ces réunions, accompagner de leurs enfants, aller rencontrer les différents professeurs de différentes matières et leur demander... S'intéresser, voilà. Tout simplement s'intéresser à la vie scolaire de leur enfant. Je voudrais insister, il a parlé de l'oncle, etc. Vous savez, dans la tradition, c'est l'oncle qui représentait effectivement le neveu à l'école. Mais on est maintenant dans un système moderne où on parle de représentation légale, l'autorité légale. Donc c'est important. Alors moi je suis formateur, je forme souvent, je dis à l'institution, acceptez l'oncle une fois mais pas deux. C'est une démarche pédagogique. C'est une démarche pédagogique. L'autre chose, quand on suit la scolarité des enfants, on saura s'ils fréquentent l'école ou pas. L'absentéisme. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas allé à l'école 2-3 fois. J'ai un ami qui est principal d'un truc, on en parle souvent. Et il me dit, pape, comme je suis africain, j'appelle les parents, etc. Et quelquefois, pour réconcilier effectivement les parents, l'institution et l'école, j'organise effectivement des événements. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et comme ça, les parents apportent du tchéboudienne, etc. Et à travers le langage, Madame Diallo, mais vous mettez votre enfant sur le dos, je ne sais pas le faire. Mais ça flatte l'ego de Madame Diallo, qui croyait qu'elle était ignorante, qu'elle ne savait rien. Mais on vient de lui faire savoir qu'elle avait une maîtrise que l'enseignant n'a pas. Portage au dos. Et donc, ça facilite effectivement la relation. Et quand il y a une confiance entre le professeur et les parents, l'enfant suit. Et ça, c'est très important. C'est dans la parentalité que nous entraînons. Continuité dans la transmission, etc. Rassurer les parents. Autre chose, pourquoi ils ne fréquentent pas aussi les réunions? Je termine. Vous l'aurez compris, hein, le sujet est très passionnant. Et très passionnant. Malheureusement, et je pense on devra refaire une deuxième émission. Tout à fait. Alors, sur les réunions, souvent les parents disent, ils se moquent de nous quand on parle parce qu'on a un accent. Je suis le premier à leur enseigner une chose. Je l'ai fait dans le Val-de-Marne. J'ai dit, venez, vous restez avec moi. Et vous allez voir, si ils se moquent de vous parce que vous avez un accent, vous vous taisez, vous ne dites rien, ne vous énervez pas parce que vous avez le droit d'être ici. Sinon, on vous met à l'écart. Et vous ne... Lui, quand il va prendre la parole, vous allez exploser. Et il va vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Vous lui dites, vous avez un accent. Parce que l'accent, c'est toujours par rapport à... c'est le Marseillais et le Parisien. Les parents m'ont dit, oui, mais monsieur Sissoko, vous avez raison. Et ça se passe très bien. Parce que le blanc pensait que le noir n'allait pas se moquer de lui parce qu'il se moque de son accent. Mais là, c'est le noir qui va se moquer de lui gentiment. Après, la bonne relation se met. Et qu'est-ce qu'il y a? Quand il y a de l'harmonie, les enfants sont bien, les professeurs changent de regard et instruisent les enfants. Tout notre travail sur la parentalité, c'est ça. La communication. La communication. Toujours. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Vraiment, ça a été passionnant et comme je vous dis, le sujet est tellement très vaste et j'aurais envie de rester encore des heures à vous écouter. J'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Si vous nous invitez, on sera là. On est disponible. On est disponible. Et toujours moi avec le professeur. Toujours avec le professeur. Pas avec moi, mais avec le professeur. On fait une équipe. Non, avec vous. Non, c'est vous qui nous invitez. C'est vous qui nous invitez. Voilà. Et je vous dirai, le professeur, j'aimerais bien qu'il soit avec moi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Voilà. Merci. Et on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube sur www.afrique1.com. À très vite.